Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a lancé dimanche un appel au dialogue et à l'apaisement politique lors de son retour dans le pays après plus de 2 mois d'absence. En RDC, plus d'une vingtaine de militants de l'opposition ont été arrêtés dimanche à Lubumbashi. Ces arrestations interviennent à la veille d'une visite annoncée du chef de l'UDPS, Félix Tshisekedi. Et puis le patron de l'OMS a annulé dimanche la nomination du président du Zimbabwe, Robert Mugabe, comme ambassadeur de bonne volonté après la controverse provoquée par cette nomination. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a lancé dimanche un appel au dialogue et à l'apaisement politique lors de son retour dans le pays après plus de 2 mois d'absence. C'était à son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, où il a été accueilli par une centaine de proches et de partisans. La presse ivoirienne et de nombreux observateurs spéculent depuis des mois sur des tensions croissantes entre Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara. Spéculation renforcée par sa longue absence et des signes de bruit qui sont apparus récemment, notamment l'arrestation le 9 octobre dernier du président du protocole de Guillaume Soro, Souleymane Kamaraté Koné, dans une affaire sensible de découverte d'une cache d'armes. Je vous propose à présent d'écouter un extrait de la déclaration du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Je suis venu pour prendre toute ma place dans le jeu politique pour non seulement contribuer du mieux que je peux à l'apaisement et aussi fidèle, n'est-ce pas, donc à l'engagement que j'ai pris depuis le début de l'année à continuer à travailler à la réconciliation et à la paix encore une fois. Je vous ai dit mon engagement, malgré les quelques difficultés ou soubresauts que nous pouvons connaître, à travailler à l'apaisement. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tout le monde pour que nous allions dans le sens du dialogue, de la paix, de la tranquillité. En République démocratique du Congo, des membres de mouvements citoyens se retrouvent de nouveau derrière les barreaux. Plus d'une vingtaine, ils ont été arrêtés alors qu'ils organisaient une manifestation pour réclamer le départ de Joseph Kabila, dont le mandat est arrivé à terme le 19 décembre. Dernier reportage. Ils sont en tout 21. Les militants des mouvements citoyens Arrête, Évatan, Lucha et Filimbi accroupirent en prison depuis mercredi. Le crime est d'avoir manifesté devant l'ambassade des États-Unis et sur le campus de l'université de Kinshasa pour protester contre les 504 jours qui ont été annoncés par la CENI comme délai supplémentaire pour organiser les élections en République démocratique du Congo. Selon Georges Kapiamba, le coordonnateur de l'ACAJ, l'association congolaise pour l'accès à la justice, les personnes arrêtées n'ont pas eu droit jusque-là à la visite des membres de leur famille. Détenues dans un lieu tenu secret, elles n'auraient non plus eu droit à l'assistance d'un avocat. Une nouvelle épreuve pour les autorités congolaises après l'admission du pays au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. De nombreuses ONG de défense des droits de l'homme exigent d'ores et déjà la libération sans condition des activistes. Depuis le 19 décembre et la fin officielle du 2e mandat de Joseph Kabila, les manifestations se multiplient à travers le pays pour réclamer son départ. Face à la pression trop persistante, la majorité présidentielle prend fait et cause pour Joseph Kabila. Elle accuse l'opposition de préparer un coup d'État constitutionnel. En ligne de mire, Félix Tshisekedi, dont elle demande l'arrestation. Au président du Rassemblement des forces acquises au changement, il est reproché d'avoir appelé par des tracts la population à descendre dans la rue et à faire usage de l'article 64 de la Constitution.
Restons en République démocratique du Congo où au moins 28 militants de l'opposition congolaise ont été également arrêtés selon la police. Leur parti parle plutôt de 48 personnes arrêtées dimanche à Lubumbashi. Les personnes arrêtées sont des militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Ces arrestations interviennent à la veille d'une visite annoncée à Lubumbashi du chef de l'UDPS et du rassemblement de l'opposition, Félix Tshisekedi. Selon la police, ils ont jeté des pierres et tenu des propos hostiles au chef de l'État, une version que rejette le président de la jeunesse de l'UDPS, Dani Kabongo, qui affirme que les policiers ont fait irruption au siège du parti, caillassé le bureau et passé à tabac les militants. Au Niger, l'armée régulière a perdu 12 de ses éléments dans une nouvelle attaque. L'incident est survenu samedi dans le sud-ouest du pays, une région instable frontalière du Mali, théâtre de nombreuses incursions de groupes djihadistes. Reportage. La gendarmerie d'Ayourou, dans la région de Tillabéri, à 200 km au nord-ouest de Niamey, la capitale du Niger, c'est elle qui, une nouvelle fois, a été la cible d'attaques djihadistes. Des hommes armés venus à bord de 5 véhicules ont ouvert le feu. 12 gendarmes ont été tués au cours des échanges. Les assaillants ont aussitôt pris la fuite à l'arrivée des renforts militaires en emportant 2 à 3 véhicules de la gendarmerie. Des opérations de traque ont alors été lancées aussi bien par voie terrestre que par voie aérienne afin de les retrouver. Situé sur les berges du fleuve Niger, Ayourou abrite un important marché rural et a été la perle du tourisme nigérien grâce à sa forte concentration d'hippopotames. La région de Tillabéri est devenue très instable en raison de nombreuses attaques meurtrières attribuées à des groupes djihadistes visant régulièrement des positions de l'armée et des camps de réfugiés. Mi-mai, des assaillants non identifiés avaient attaqué la même gendarmerie d'Ayourou sans faire de victimes. Les assaillants avaient emporté des armes et des munitions avant de battre en retraite vers le Mali, un pays devenu particulièrement instable depuis 2012 où des groupes djihadistes s'étaient emparés de toute la partie septentrionale. Des zones entières continuent d'échapper au contrôle des forces maliennes et étrangères malgré le lancement en 2013 à l'initiative de la France d'une intervention militaire internationale toujours en cours. Affrontement avec des insurgés islamistes dans le désert occidental du sud-ouest du Caire en Égypte. 16 policiers égyptiens y ont perdu la vie en fin de semaine. C'est ce que révèle un bilan officiel. Voici les images. 16 policiers tués, 13 autres blessés et l'un d'entre eux porté disparu vendredi soir. C'est là le lourd bilan des affrontements avec les combattants islamistes qui, eux, ont perdu 15 de leurs membres. Ces affirmations ont été portées par le ministère égyptien de l'Intérieur. Un peu plus tôt, des sources sécuritaires et médicales avaient annoncé un bilan plus lourd d'au moins 35 policiers tués. En effet, un groupe de terroristes a pris une zone dans le désert pour se cacher, s'entraîner et préparer des opérations terroristes. D'après le ministère, les forces de l'ordre s'apprêtaient à tenter de les déloger lorsqu'ils ont été pris pour cible. Le convoi des forces égyptiennes a été visé par des tirs de roquettes. Des engins explosifs ont également été utilisés par les assaillants. Le président Abdel Fattah al-Sisi a annulé une partie de ses engagements dans la ville côtière samedi en marge de la commémoration internationale des 75 ans de la bataille d'El Alamein. Par ailleurs, à en croire une source judiciaire, le parquet général avait ordonné l'ouverture d'une enquête sur les faits. Dans la région, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Ligue arabe ont condamné l'attaque meurtrière. Les funérailles des policiers avaient débuté samedi soir, avec notamment un office religieux à la mosquée de la police au Caire. En Égypte, les autorités luttent principalement contre la branche égyptienne du groupe djihadiste État islamique qui multiplie les attaques, notamment dans le nord de la péninsule du Sinaï, située dans l'est du pays. Des centaines de soldats et de policiers ont péri dans ces attaques au cours des 4 dernières années. Entre fin 2016 et avril 2017, plus d'une centaine de Coptes ont été tués dans 3 attentats au Caire, à Alexandrie et à Tanta.
En bref, le patron de l'Organisation mondiale de la santé a dit avoir annulé dimanche la nomination du président du Zimbabwe, Robert Mugabe, comme ambassadeur de bonne volonté, expliquant que cela était dans l'intérêt de l'agence de l'ONU. Après la controverse provoquée par cette nomination, le choix du président Mugabe, annoncé cette semaine par l'ancien ministre éthiopien des Affaires étrangères, avait provoqué un tollé de critiques d'ONG qui dénoncent l'effondrement du système sanitaire au Zimbabwe sous le régime Mugabe, mais aussi de pays finançant l'OMS comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada. Ce journal se poursuit et nous sommes cette fois-ci en Zambie où la mortalité maternelle demeure une réalité. Un drame encore fréquent qui nourrit un débat de plus en plus pressant sur les lacunes du système sanitaire zambien. Reportage. L'anniversaire de Karen et Kelly Jr. aura à tout jamais un goût amer pour leur famille. Leur mère est morte en leur donnant la vie. Les jumeaux, nommés d'après leurs parents, vivent avec la tante de leur mère. Et leur père leur rend visite chaque jour. J'ai demandé si elle allait bien. Le médecin m'a tenu par le bras et m'a dit « Mon frère, je suis désolé, votre femme est morte. » Pour toute explication, la famille a dû se contenter d'un certificat de décès qui conclut à une embolie pulmonaire. 6 mois plus tard, la tante de Karen peine toujours à retrouver la paix intérieure. Je pense que les bébés ont ramené le bonheur. Ils nous ont redonné le sourire et tout. Mais je pleure toujours parce que la maman est la meilleure personne pour s'occuper de ses enfants. Les Nations Unies estimaient le taux de mortalité maternelle en Zambie à 224 mères décédées pour 100 000 naissances en 2015. Le pays a fait des progrès, mais il reste des obstacles, comme les croyances populaires ou l'état de ses infrastructures de transport et de santé. La première cause de décès est l'hémorragie ou le saignement. Et puis nous avons des problèmes liés à l'hypertension artérielle pendant la grossesse. L'Église catholique, les ONG et les médias tirent la sonnette d'alarme et les autorités se sont fixés des objectifs ambitieux. Mais pour beaucoup, la prise de conscience reste insuffisante. Hors du continent africain, plus précisément au Japon, Shinzo Abe a remporté dimanche une large victoire aux législatives anticipées. C'est ce que disent les premiers sondages. Cette victoire permet au Premier ministre conservateur et à son parti d'obtenir un nouveau mandat à la tête de la 3e économie mondiale sur fond de menaces nord-coréennes. Voici les images. À l'issue d'une brève campagne de 12 jours centrée sur l'économie et la question nord-coréenne, des millions de Japonais ont bravé dimanche des pluies diluviennes à l'approche d'un puissant typhon pour aller voter. La coalition formée par le Parti libéral-démocrate de Shinzo Abe et le Parti Komeito était en passe de remporter 311 sièges sur les 465 de la Chambre basse, selon des estimations de la chaîne privée TBS. Lesquelles estimations sont fondées sur les sondages de sortie des bureaux de vote diffusés en début d'après-midi dimanche. Avec cette confortable majorité, Shinzo Abe se retrouvera encore davantage conforté dans son attitude de fermeté vis-à-vis de la Corée du Nord, qui a déjà tiré 2 missiles au-dessus de l'archipel nippon. Il a bénéficié d'une opposition affaiblie et morcelée et composée essentiellement de 2 partis fraîchement créés avant le scrutin. Le Parti de l'Espoir, après l'effet médiatique du coup de théâtre de sa création par la charismatique gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, devrait remporter 50 sièges selon TBS. La coalition de Shinzo Abe serait donc en passe de maintenir sa majorité des 2 tiers à la Chambre basse, comme c'est déjà le cas au Sénat. Il s'agit là d'une condition nécessaire pour convoquer un référendum proposant de réviser la constitution pacifiste dictée en 1947 par les États-Unis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et dont l'article 9 consacre la renonciation à jamais à la guerre. Au pouvoir depuis fin 2012, après un premier exercice raté en 2006-2007, Shinzo Abe pourrait ainsi rester aux commandes jusqu'en 2021 et atteindre le record de longévité d'un Premier ministre japonais. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.